Là, on se vous voit, on se tutoie. À votre guise, Christian, les deux me vont. Bon, alors, on va se tutoyer, on est entre nous. Je trouve Avec que grand ça simplifie les choses. Très bien. Alors, bonsoir. Merci, Christian, d'avoir répondu à cet appel. Je te sais loin de la métropole, mais dans l'hémisphère sud, où il commence, où le printemps est là, je crois, à La Réunion. Oui, en effet, oui. Oui, oui, je suis toujours en France parce que je suis à La Réunion, mais dans un département de France qui est magnifique et où on a la chance, j'ai la chance de pouvoir venir régulièrement travailler et rencontrer des amis et puis des passionnés de la fasciathérapie, du fascia, du mouvement, enfin, voilà, tout ce dont on parle et tout ce pourquoi on est rassemblés au moins ce soir. C'est une chance. Merci infiniment hein, d'avoir ce moment informel avec nous pour qu'on puisse eh bien, rencontrer et puis peut-être évidemment poser des questions si vous en aviez vers la fin de ce live. Peut-être on pourrait brièvement, bah, tu es directeur de l'école de fasciathérapie France et celle de Suisse également. Peut-être tu aimerais dire deux petites choses, deux ou trois ou 10 choses sur ton parcours et comment tu en es arrivé à la fasciathérapie peut-être. Oui, alors ça fait très longtemps maintenant. Donc oui, en effet, j'enseigne la fasciathérapie depuis de nombreuses années en France, mais aussi, et comme tu le soulignes, Célina, en Suisse, où j'ai la chance de participer à l'école de fasciathérapie qui se situe à Lausanne. Et effectivement, j'ai un parcours. Moi, je suis venu très tôt à la fasciathérapie après mes études de kinésithérapie. J'étais un passionné de la kinésithérapie, du mouvement et du toucher, mais j'avoue que dans mes études, j'ai pas trouvé matière à remplir toute ma soif de connaissance, ma soif d'apprendre, et en particulier tout ce qui concernait le toucher et la thérapie manuelle, puisque j'avais quand même une sensibilité pour ce domaine-là. Et après mes études, je me suis un peu remis en question et j'ai cherché à me former en thérapie manuelle. Puis il y a de ça, dans les années 80, il y avait l'ostéopathie qui était très en vogue et également la fasciathérapie qui en était à ses balbutiements, si je peux dire. C'était à l'époque Danny Bois qui était l'initiateur de la fasciathérapie, qui avait créé qui a écrit les premiers ouvrages sur le sujet d'ailleurs, en tout cas en France, et il enseignait la fasciathérapie à des gens comme moi qui essayaient de trouver matière à assouvir leur soif de se former de façon continue. Et ça a été une rencontre, en fait. Ça a été une rencontre avec ce monde du fascia qui m'était complètement inconnu, puisque à l'époque, moi, si on se resitue 30 ans en arrière, le fascia était un peu le parent pauvre de la science, de la médecine. Aujourd'hui, on est dans un autre monde. Mais à l'époque, on était vraiment marginaux, quoi. Personne, le mot fascia à l'époque, c'était ah oui, c'est une thérapie de la face, la fasciathérapie. Aujourd'hui, les choses ont bien changé, mais c'était complètement novateur pour moi. Et j'ai surtout découvert une autre façon de traiter, d'aborder le corps, de comprendre comment fonctionne un corps et surtout d'avoir la capacité à toucher, hein, au sens le plus plein du terme, à entrer en contact avec le fascia, mais plus que le fascia, avec ce monde du vivant, ce monde sous la peau, ce monde intérieur qui se révélait sous mes mains, qui avait été déjà décrit par l'ostéopathie, mais pas aussi précisément. Et donc, c'est devenu une aventure. Je me suis formé donc, avec Danny Bois. J'ai toujours travaillé avec lui en tant que collaborateur.
Et puis, chemin faisant, je suis devenu formateur. Et puis, chemin faisant, je suis devenu chercheur. J'ai donc ensuite eu un parcours académique avec un master en psychologie, en psychopédagogie, puis une thèse de doctorat qui m'a conduit à écrire à devenir docteur en sciences sociales avec une orientation psychologie. Parce que dans la fasciathérapie, très vite, le fascia était, en tout cas, la fasciathérapie est un moyen de s'intéresser de façon beaucoup plus concrète et beaucoup plus, j'allais dire, pragmatique au lien entre le corps et le psychisme. Et le fascia, il a quelque chose à voir dans cette histoire, si je peux dire. Et donc voilà, aujourd'hui, je fais beaucoup d'enseignement et de la recherche, puisque je suis aussi, depuis plusieurs années maintenant, directeur d'un laboratoire, du laboratoire CERAP, Centre d'études et de recherche appliquée en psychopédagogie de la perception, qui est centré sur l'évaluation et la mise en place de programmes qui visent à enrichir la perception interne, la perception de soi, la perception du corps et à observer ses impacts sur la santé, la pédagogie, tous ces domaines j'allais dire, tous ces domaines qui touchent l'être humain, comment le sentir, la perception peut nous conduire à rencontrer un corps plus humain, un corps plus vivant, pour qu'il soit plus accessible et plus riche en sensations. Donc voilà, brossé rapidement, j'ai sûrement oublié des choses, mais c'est à peu près mon parcours. Et c'est vrai que ce tissu de conjonction, certes, mais aussi constitutif, hein, il est, on dit qu'il est la mémoire, il tire la mémoire de nos émotions. Donc, c'est vrai que ton parcours c'est une évidence. Je comprends effectivement cette direction que tu as pu prendre à un moment donné, c'est de se dire effectivement, ce subtil sous mes mains, c'est bien plus que de la matière, c'est aussi c'est une matière qui est pétrie d'émotions et comment j'embrasse en fait la globalité de mon patient. Oui, c'est ça. Ce qui était surprenant au départ, dans les premiers travaux de Danny Bois, il a vraiment décrit, en tout cas en France, d'abord ce fascia comme le tissu de continuité qui fait du corps une totalité, mais pas simplement une totalité anatomique, mais une totalité fonctionnelle, le tissu qui fait du corps une unité fonctionnelle. Et ça, c'est un principe qui revient également à l'ostéopathie. Je trouve que il ne faut pas oublier que dans les années 1900, le docteur Steele, fondateur de l'ostéopathie, a été le premier à dire que les fascias étaient le laboratoire de la vie et de la mort, que le fascia était le lieu où s'organisait à bas bruit la maladie. Et donc, il avait quand même eu cette intuition que le fascia était beaucoup plus qu'un tissu anatomique, beaucoup plus qu'un tissu de remplissage, même beaucoup plus qu'un tissu de conjonction, mais un tissu vivant, où s'organise le vivant, avec cette notion que le fascia est un tissu métabolique. Et la fasciathérapie, avec Danny Bois, prolonge cette idée-là. Il a toujours expliqué que la fasciathérapie était une continuité de l'ostéopathie. Une ostéopathie holistique, hein, qui prend en compte la totalité du corps, la totalité de l'être humain. Mais tout de même, j'allais dire, c'est comme si, c'est vrai que quand on regarde en arrière, l'ostéopathie, c'est un petit peu pendant un temps éloigné du fascia pour y revenir aujourd'hui, avec la tenségrité, toutes ces choses-là qui redonnent un peu de corps à l'ostéopathie au sens d'un corps vivant. Mais pour abonder dans ton sens, le docteur Michel Taranto fait un travail fabuleux en tant qu'ostéopathe. Justement, elle vient de sortir son deuxième livre sur justement les fascias, la biotenségrité et l'ostéopathie. Et c'est on se connaît.
Bien, ben oui. Et puis, On s'est rencontrés dans les congrès, donc on c'est se un, connaît, oui, oui. donc c'est un J'ai travail assez travaillé. fabuleux. Elle est de justement de pouvoir allier tout ça et de voir que bien nous convergeons dans la même direction, finalement, quelles que soient les approches, quoi. C'est comme si ce fascia, il nous reliait aussi à pouvoir avoir ensemble de manière solidaire une compréhension du vivant qui soit plus ajustée. Oui, oui, complètement. Le fascia réussit à rassembler, à créer du lien, voire même aujourd'hui à devenir support en tant que modèle, comment dire, scientifique. En tout cas, il y a de plus en plus on n'est pas au bout et puis il faut être modeste dans la science, mais en tout cas, il y a des raisons d'espérer que le fascia s'installe en tout cas comme un tissu, comme un organe qui a toute sa place dans la compréhension du corps. Donc, à partir du moment où on en est là, toutes les pratiques, qu'elles soient éducatives concernant le mouvement, puisqu'on le voit aujourd'hui, beaucoup de méthodes d'éducation somatique, et voient dans le fascia un tissu qui permet parfois d'expliquer ce que l'on fait, et pourquoi pas aussi de revisiter un peu sa pratique, de reconfigurer un peu la conception qu'on a de l'enseignement, d'intégrer des choses qui sont nouvelles. Et dans la thérapie manuelle, c'est pareil. On voit aujourd'hui beaucoup de gens qui disent, d'ailleurs, on peut difficilement toucher sans être au contact du fascia. Comme on dit, Le tout, c'est maintenant, ça devient quelque chose de plus conscient. c'est ça. Et c'est vrai que, comme avec le mouvement, hein, on pense qu'il y a une manière de bouger d'une manière faciale, mais en fait, dès qu'on bouge, on mobilise un fascia. Il n'y a pas de dichotomie entre un muscle et un fascia. C'est une conjugaison entre les deux. Le support, enfin, le fascia est vraiment le support du muscle. Il est vraiment l'environnement du muscle. Donc, voilà, comme tu dis, c'est vraiment mettre de la conscience là où il n'y en avait pas encore sur une évidence qui a toujours été là sous nos yeux, mais où on n'avait pas les bons filtres ou les bonnes lunettes pour voir ce qui se tramait en nous ou sous nos mains. Et c'est vrai que bon, ben, on a eu quand même un modèle de compréhension qui était d'essayer de comprendre le vivant à travers la physique de la matière dure, hein, hard matter physics. Et là, aujourd'hui, on a la chance de pouvoir changer de regard, changer de lunettes, et puis pouvoir s'appuyer sur la physique de la matière molle. Et quand on sait qu'on est un corps fait essentiellement de fluide, ça change énormément la donne, effectivement, hein, dans notre compréhension. Et puis, on a la chance d'avoir un grand docteur français, docteur Jean-Claude Guimberteau, qui nous offre des images fabuleuses sur un plateau d'argent, quoi. C'est 40 ans on va dire, de phénoménologie, d'observation du tissu, du vivant, avec ses endoscopes microscopiques lors de ses opérations de la main. Et lui, il nous offre effectivement, comme il l'appelle, des promenades sous la peau. Et quel émerveillement, enfin, c'est un ravissement, quoi. Déjà, c'est très, je trouve, quand on regarde ces images-là, j'ai peut-être noté le nom de ce docteur si vous ne le connaissez pas encore. Il a un travail qui est phénoménal. Et donc, il a écrit un livre sur l'architecture vivante, justement. Et grâce à ça, en fait, on peut s'émerveiller du vivant. Je crois à un moment donné où on pensait avoir fait le tour du corps de manière isolée et séparée parce qu'on avait cette vision peut-être biomécanique un peu trop sèche. Et alors que ce corps humide n'a pas révélé tous ses secrets, et comme tu te dis tellement bien, restons humbles parce qu'on est en train de découvrir des choses exceptionnelles pratiquement tous les jours, en fait. Oui, c'est ça. Et je pense que ce qui a fait du bien, entre guillemets, au fascia, c'est l'évolution des moyens d'observation. Parce que si on se situe 100 ans en arrière, tous ces outils-là n'existaient pas. Et donc, après, donc on doit aux images, donc au sens visuel,
la capacité d'observer le vivant et de se dire ça existe vraiment. Or, les pratiques comme les nôtres sont antérieures à tout ça. Et comme tu le disais, on a une approche phénoménologique. Alors pour ceux qui ne connaissent pas trop la phénoménologie, c'est l'art d'entrer en contact direct avec les choses. Et la perception est capable de nous donner accès au corps vivant avant la réflexion, avant la représentation. Donc c'est vrai que la phénoménologie, c'est une science humaine qui donne la possibilité d'entrer en direct avec ce que nous avons à l'intérieur, ce que nous ressentons à l'intérieur de nous, avec comme médiateur la perception. Il y a un phénoménologue français qui s'appelle Merleau-Ponty qui a développé la phénoménologie de la perception en décrivant ce que c'est qu'un acte de ressenti. Et je dois dire que nous, en fasciathérapie, puis dans notre labo, on est ancré dans cette approche-là, puisque pour nous, le sens tactile, pas simplement le sens épicritique, le mouvement est un sens en tant que sensibilité, et ce sens nous permet d'entrer en contact avec l'intériorité. Et donc, si les images nous font voir l'intérieur depuis l'extériorité, le sens du toucher et le sens du mouvement nous donnent accès à notre propre intériorité. Et à ce moment-là, il y a émerveillement, il y a un double émerveillement, parce que non seulement la chose existe indépendamment de moi par l'imagerie, mais elle existe parce que j'y ai accès par mon sens intérieur, mon tact interne, c'est-à-dire ma capacité à entrer en relation avec mon intériorité. Et ça, nous avons remarqué que ce n'était pas facile, ce n'était pas doté à tout le monde d'avoir cette faculté d'entrer en relation avec soi, en tout cas avec son intériorité. Et donc, la fasciathérapie, même toute la méthodologie, l'observation de ce que l'on peut percevoir sous les mains. Et aujourd'hui, on se rend compte que beaucoup de ces descriptions fines, de ces descriptions empiriques, trouvent un écho et même parfois comment dire, une confirmation par la science moderne, la science en tant qu'instrumentale. Par exemple, moi, quand j'ai appris la fasciathérapie, Danny Bois, quand il expliquait la pathologie, il disait le fascia crée la lésion. C'est lui qui crée le problème. Tout simplement parce que dans ses premiers ouvrages, il décrit une capacité du fascia à se contracter de façon autonome. Il appelle ça dans ses ouvrages la dynamique contractile élastique du fascia. Aujourd'hui, on sait que le fascia est doté de fibroblastes qui lui permettent de se contracter. Ça, on le ressent. Ça, on le ressent. Et comme on en parlait, la capacité aussi du thérapeute à dénouer ces crispations par les mains, par des outils comme la lenteur, la profondeur, puis tout ça dans l'analyse, c'est-à-dire introspective de son art de pratiquer, et ça rend le vivant vivant, mais ça rend le vivant vivant quand on fait la thérapie, on touche et on est touché par ce qu'on ressent, parce qu'on est touché par cette beauté intérieure, comme quand on voit les films de Jean-Claude Guimberteau, on est enfin, c'est magnifique, c'est le vivant, c'est magnifique, mais quand on touche, on a cet émerveillement avec en plus, comme si on était dans le film. C'est beau c'est comme ça le sensible dans notre approche, ouais, la sensibilité. Et en fait, c'est ce que le philosophe, physicien et également mathématicien Blaise Pascal disait finalement au XVIIe siècle, on le sent plus qu'on le voit.
Et au même moment, il y a eu un Descartes qui a eu une phrase qui a été plus cinglante et qui était je pense donc je suis, et qui a pris en fait qui a raflé la mise, on va dire. Mais c'est vrai qu'on le sent plus qu'on ne le voit, ça se rapporte à ce que tu es en train de partager aussi, hein, tout ce travail sur le fascia. Alors, Christian, est-ce que tu m'entends? Ouais, je pense qu'il a dû... la connexion ne doit pas être extraordinaire, donc il va certainement se reloguer dans une seconde pour continuer à partager avec nous. En fait, qu'est-ce que c'est que ce sensible qui est sous la pulpe des doigts? Autant, en fait, dans la thérapie manuelle, et on a effectivement la chance avec Christian d'avoir un grand spécialiste francophone. C'est vrai que je collabore beaucoup avec des anglophones qui sont très à la pointe de travail sur les fascias et la biotenségrité, mais on a des grandes figures également en France, et puis c'est ce que vous découvrirez si vous nous rejoignez sur le congrès. Et ce congrès, il a lieu du 15 au 17 octobre, et Christian va présenter en duo avec Paul Thornley cette approche de la fasciathérapie. Oui, voilà Christian. Ah, il faut que tu rallumes ton micro. Je ne sais pas si c'est de mon côté, ça doit être de mon côté avec le réseau qui est peut-être... Alors. Oui, je disais qu'en effet, quand on parle du sentir et du penser, dans la fasciathérapie, très rapidement, le constat a été fait que quand on touchait les gens, le travail sur le fascia avait un effet sur la psyché. C'est-à-dire que non seulement, évidemment, on peut estimer que si tous nos corps de fascia, si tous nos fascias, à partir du moment où ils sont présents dans toutes les parties du corps, omniprésents, pour reprendre le terme exact, c'est-à-dire jusqu'au niveau de la cellule et même autour du cerveau, à l'intérieur des viscères, à l'intérieur des vaisseaux, on peut comprendre très rapidement que ces crispations des fascias vont avoir un effet sur notre physiologie, mais pas simplement sur notre physiologie organique, mais sur notre psychologie. On peut s'imaginer que si on se promenait pendant quelques semaines avec des fascias qui seraient rétractés, très rapidement, notre comportement, notre état émotionnel se modifierait, puisqu'en fait, on est dans sa tête comme on est dans son corps. Et très rapidement, on s'est aperçu qu'avec la fasciathérapie, il y avait une sorte d'homéostasie somato-psychique. On connaît bien l'homéostasie psychosomatique, mais dans l'aspect somato-psychique, en travaillant sur les fascias, en détendant ces membranes, en leur redonnant leur élasticité, leur glissement, leur mobilité, leur mouvement, eh bien, immédiatement, la personne se retrouvait dans un état d'elle-même, parfois qu'elle ne connaissait pas, ou parfois qu'elle avait oublié. Et donc, pour reprendre ce que tu disais, Célina, au début, effectivement, le fascia est un matériau à mémoire. Il contient notre mémoire collective, puisque c'est la matrice qui donne forme à notre corps. C'est comme si dans nos fascias, il y avait notre mémoire de notre forme humaine, si on peut dire, mais par sa sensibilité, par sa capacité de s'adapter aux contraintes, aux chocs qui sont singuliers. On a tous des vies personnelles. Eh bien, ce fascia est capable de créer dans notre corps des empreintes de notre histoire. Donc, effectivement, quand on travaille sur les fascias, quand on lit les fascias, on a accès non seulement à l'histoire organique de la personne, mais aussi à sa biographie.
Et ce qui était surprenant, c'est que en libérant les fascias, la personne se sentait soulagée d'une pression ou avait le sentiment qu'elle retrouvait des sensations et des parties d'elle qu'elle avait oubliées. Et cette approche a beaucoup évolué puisque elle est devenue, elle s'appelle aujourd'hui la somatopsychopédagogie. Hein. Ça, c'est la petite sœur de la fasciathérapie que Danny Bois a développée, c'est-à-dire une approche qui, en partant, j'allais dire, de l'intérieur du corps, du fascia, permet à une personne de redonner du sens à son corps, à son ressenti, et de s'appuyer sur ce qu'elle ressent dans son corps pour renouveler sa pensée, revisiter ses points de vue, s'ouvrir à de nouvelles perspectives. Et tout ça est né du fascia. Donc, le fascia, ça peut amener très, très loin. Et effectivement, nous, on a une vision du fascia qui est non seulement dans le corps, mais on pourrait dire le fascia, il est partout. Hein. Et si on traite les fascias, comme disait Steele, on est dans les sous-bassements de l'esprit. Et c'est magnifique. Ouais. C'est magnifique. C'est magnifique de pouvoir soulager des plaintes physiques, mais aussi des plaintes psychiques en libérant la parole du fascia. Parce que quand on travaille avec le fascia, on dialogue avec lui. Et ce dialogue silencieux, ce dialogue non verbal, le fascia, il se dénoue parce que la main, elle sait écouter, elle sait entendre, elle sait appuyer au bon endroit, avec la bonne profondeur, au bon moment, parce que c'est vivant. Et le vivant, il est sensible. Et donc, il faut avoir, je vais dire, une écoute du vivant pour dialoguer avec ce tissu. Et il parle très bien, ce tissu, quand on l'écoute. Ça devrait être un droit fondamental humain de réapprendre la langue, en fait, du vivant et justement de ses propres tissus, quoi, pour pouvoir développer cette écoute interne. Et heureusement qu'il y a toutes ces thérapies qui nous permettent finalement, à travers l'autre, à travers le thérapeute, de pouvoir effectuer un retour à la maison, je dirais. Complètement. Ouais. Et parce que Complètement. parfois, il n'y a pas l'accès. Il y a des mécanismes de protection effectivement qui se mettent en place. Alors bon, on essaye de faire cela à travers le mouvement, à travers une écoute somatique, mais je suis totalement convaincue que la thérapie manuelle permet de nous accompagner tout au long de notre vie, effectivement sur cette écoute du sensible. Il y a différents types de thérapies axées sur le fascia. Est-ce que tu aimerais nous poser un petit peu le paysage aujourd'hui de ce qu'il y a sur voilà, comme approche? C'est toujours délicat quand on appartient à une discipline de faire ce genre de réponse. Mais oui, en effet, on peut dire que la plus grande partie des thérapies, en tout cas des thérapies manuelles, ont une filiation avec l'ostéopathie. Je le pense en tout cas. Quand on regarde la littérature, le rolfing, toutes ces approches sont postérieures un peu à l'ostéopathie et sont toutes un peu teintées comment dire, de la philosophie ostéopathique, avec cette notion de globalité, de continuité, de fascia ayant un rôle métabolique. Ça me semble être une évidence. Après, c'est dans les modalités, je trouve, d'action sur le fascia. Certains ont une approche plus, j'allais dire, plus biophysique du fascia, hein, et vont peut-être avoir une approche plus structurelle. Structurelle, ça veut dire qu'en gros, on va agir de l'extérieur sur le fascia pour modifier, soit le modifier, soit changer son agencement, jouer sur ses propriétés. Hein. On peut comparer ça un peu à une manipulation. D'ailleurs, il y a des méthodes qui s'appellent manipulation faciale. On comprend bien que ça peut correspondre à ce que peut-être vous connaissez, des manipulations articulaires, où le geste pour libérer de l'intérieur ce qui ne peut pas se libérer de l'intérieur. Et vous avez d'autres approches dont on fait partie,
qui sont alors on va dire plus douces, mais c'est pas le bon mot, hein, doux, parce que c'est pas très, hein, c'est comme la physique molle et la physique dure, ou les sciences molles et les sciences dures. Quand on dit que c'est mou, on se dit oh c'est mou quoi. Hein. C'est pas si mou que ça. Hein, c'est un vocabulaire qui est un peu, comment dire, parfois j'aime pas trop ça moi. Mais bon, On est limité disons dans que les mots aussi, hein, c'est toute notre complexité. oui, Expliquer c'est quelque ça. chose qui est non-verbal avec un vocabulaire très restreint. Exactement. Mais l'idée, en fait, de ces thérapies, et c'est une filiation de l'ostéopathie fonctionnelle ou l'ostéopathie fluidique ou l'ostéopathie tissulaire, qui dit que, en fait, au lieu de manipuler de l'extérieur le corps, il faut créer les conditions pour que ce soit le corps qui trouve sa propre réponse. Donc, ce sont des thérapies qui sont centrées sur le potentiel du corps, le potentiel du vivant. Donc, le vivant, en gros, dans ce contexte-là, le vivant, c'est ce qui est capable de réagir, de se modifier, de s'adapter à une situation. Hein. Et effectivement, quand on touche un corps en fasciathérapie, on a une technique qui s'appelle le point d'appui, qui consiste à créer un arrêt dans le corps, un point d'immobilité. Et ce point d'immobilité, comme il est qualitatif, il va permettre au corps de mobiliser ses ressources pour faire face. Et en fait, nous, on travaille sur les fascias comme ça. On crée dans le corps des points d'appui, un point d'appui comme on ferait un point d'appui à quelqu'un qui est en difficulté. Et autour de ce point d'appui, l'ensemble des fascias, l'ensemble du corps va se mobiliser pour lever des immunitaires, pour rompre le blocage. Et donc, ça, c'est notre approche. Il y a des techniques, je pense, le myofascial release ou des techniques comme ceci ont un peu pour vocation de créer les conditions pour que le corps soit, comment dire, au premier plan de la thérapie. Hein. Et effectivement, on peut parler de corps vivant par rapport à corps biomécanique. Quand on fait des manœuvres un peu structurelles, on est plutôt sur des références biomécaniques. Alors que là, on est plutôt sur le vivant. On sent sous les mains le corps vivant, un peu comme si vous aviez les images de Jean-Claude Guimberteau qui se réorganise, mais dans une intelligence spontanée. Et donc, c'est ça qui est magnifique, c'est que quand on touche le corps, on crée les conditions pour que cette intelligence qui s'était un peu arrêtée reprenne vie et retrouve de nouvelles réponses. Et ce qui est étonnant, c'est que quand ce corps se mobilise, la psyché se mobilise en même temps. C'est pour ça que Danny Bois, dans un bouquin de 2006, je crois, si je ne fais pas d'erreur, décrit ce qu'il appelle le psychotonus. Hein. On parle beaucoup de tonus facial, mais en réalité, dans l'approche de fasciathérapie, ce tonus tissulaire qui apparaît sous les mains est également un tonus psychique, émotionnel. Et effectivement, on fait partie, là c'est un autre niveau dans les thérapies, des thérapies qui abordent le fascia dans sa dimension de relation, en tout cas de tissu, qui est très très lié à la psyché. Alors, Donc voilà, en gros, je dirais, et qui développe également la capacité du patient ou de l'élève à apprendre à ressentir ce monde vivant. Il y a une pédagogie pour amener les gens à découvrir cette intériorité vivante et en faire un allié thérapeutique, une sorte de médecin intérieur qui va l'aider à aller mieux en s'appuyant ce corps vivant. Hein, et évidemment, pour des élèves en pédagogie, apprendre à ressentir ce corps vivant pour avoir une gestuelle ou une pratique yogique ou une pratique d'éducation corporelle, pilates, qui est plus singulière et plus adaptée à ce que la personne ressent. Il y a une tentative de Joanne Avison qui fait un travail fabuleux, hein, qui est en Angleterre, je note son nom, oui. Et qui, elle, nous offre ce mot
pour donner un pendant à la biomécanique d'être biomotionnel. Voilà, et je trouve assez beau parce que c'est vrai qu'on peut être bloqué avec les mots, surtout quand on a l'habitude de les utiliser, comme ça fait 400 ans qu'on a cette grille de lecture du corps qui nous vient, heureusement, hein, de la biomécanique. Il y a aussi à honorer le travail des personnes qui sont venues avant nous, mais c'est de se dire, OK, bah aujourd'hui, on affine la compréhension, on est dans une conscientisation plus subtile aussi et que nous pouvons nous permettre de lâcher une nomenclature, des mots qui restreignent en fait notre compréhension du vivant. Et c'est vrai que des origines, des insertions, des bras de levier, pas mal de vocabulaire qui nous viennent de la biomécanique, nous empêchent finalement de rentrer en contact. Et là, aujourd'hui, ce qu'on peut voir sur la scène, on va dire internationale, c'est vraiment des tentatives de trouver des nouveaux mots. Et c'est quelque chose que moi, je fais depuis des années parce que, étant limitée par les mots que j'ai appris, il a fallu en créer des nouveaux. Donc, Joanne nous offre ce mot-là et je le trouve, en tout cas pour ma part, très ajusté pour pouvoir me référer en fait à une autre organisation du vivant, une organisation biomotionnelle. Donc, je vous invite à aller voir le travail de Joanne Avizane si vous parliez le anglais, c'est joli. Hein. Oui, c'est très joli comme mot. Et de toute façon, ça rend hommage au vivant parce que, comme je le disais, c'est très difficile d'être en contact avec le vivant sans être ému. Le vivant, c'est de l'émotion, dans le sens où on est ému par ce qu'on voit, comme quand on voit un paysage. Et cette émotion, elle est incarnée. Hein. On sait aujourd'hui que les émotions, ce sont des états du corps qui ensuite deviennent des sentiments. Les travaux en neurosciences ont bien démontré que le corps est le lieu où s'originent les émotions et même peut-être la conscience. On parle maintenant cerveau incarné. Et effectivement, le mouvement, tous nos mouvements, tout ce que nous faisons, c'est du mouvement, mais c'est de l'émotion. D'ailleurs, émotion veut dire immovere, mettre en mouvement. Hein. Et donc, le mouvement est en soi une émotion. Bouger, c'est être ému, bouger, c'est sentir, et bouger, c'est aussi partager avec l'autre ses émotions. Donc, je trouve que peut-être vous verrez, j'ai présente ça au congrès, le modèle de biomécanique sensorielle qui a été développé par Danny Bois, qui est un petit peu dans cette dimension de ne pas dissocier les choses. On est fait de biomécanique, on est fait de sensorialité et on est fait aussi de sensible. Et tout ça tout ça a droit de citer. C'est vrai que dans nos partout, la biomécanique, la psychologie, la biologie, de réunir ces oppositions. Et je trouve que tous ceux qui œuvrent pour réunir ces oppositions, je pense qu'ils tendent vers un chemin commun. C'est vrai. On est dans cette perspective d'essayer de réunifier ce qui est séparé. C'est clair. Et ça me fait penser à on dit se mouvoir pour bouger et puis s'émouvoir pour effectivement, lorsqu'on on peut vivre ses émotions, justement de pouvoir s'émouvoir et se mouvoir en fait. Et c'est vrai, quand on va à l'origine des mots, on se rend compte de leurs racines communes. Et c'est là que ça nous informe en fait sur une séparabilité qui est comment dire, illusoire. Mais lorsqu'on retourne à la racine, on se rend compte qu'il y a quelque chose d'extrêmement commun. Et ça, c'est riche en fait. Hein. Vraiment, chaque fois, je suis émue d'aller voir l'étymologie des mots. Oui, c'est magnifique. Et donc, aujourd'hui, la place de la fasciathérapie. Je t'écoute. Oui,
oui. Je disais la place de la fasciathérapie dans le paysage thérapeutique, qui commence à prendre beaucoup de place, en fait. Hein. On voit vraiment une grande mise en lumière de la fasciathérapie, et notamment de ton école, qui est c'est TMG Concept. Oui, 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 en France en tout cas. Mais c'est vrai que la fasciathérapie, elle est enseignée dans plusieurs pays, en Suisse, en Belgique, en Allemagne, au Canada, au Brésil, au Portugal. Et donc, effectivement, bon, en France, c'est, j'assure en partie l'enseignement. Mais comment la situer? Ben, je pense qu'elle bénéficie, la fasciathérapie, puisque elle est apparue dans les années 80, donc à l'époque où tout cela était encore discret, hein, et faisait partie d'un réseau d'initiés, si je peux dire. Aujourd'hui, c'est vrai qu'avec toute la communication, les congrès, Fascia Research Congress, qui ont été brillamment mis en place par toutes les équipes de chercheurs autour du fascia, tout cela a créé un courant global, un courant général qui profite à chacune des personnes qui œuvrent dans ce domaine. Donc, on a bénéficié de ça, mais aussi depuis très très longtemps, bah, on s'est mis à la recherche aussi. C'est-à-dire que on a essayé de comprendre, d'évaluer en quoi la fasciathérapie pouvait être bénéfique pour les patients. Et bon, la recherche, c'est compliqué, il faut des moyens, mais on commence à avoir quand même des résultats de recherche qui sont intéressants et qui montrent en particulier que la fasciathérapie a un effet sur l'anxiété, sur le stress, sur des pathologies comme la fibromyalgie. Donc, on voit bien qu'il y a comment dire, cette reconnaissance qui arrive pour la fasciathérapie, elle est aussi comment dire, liée au fait que nous avons très tôt considéré que toute pratique devait être ancrée dans la recherche et que la recherche alimente la pratique et la pratique doit alimenter la recherche. Et je trouve que c'est quelque chose qu'il faut toujours avoir à l'esprit. Quand on pratique, on est des chercheurs, hein, puisque que ce soit toi, Célina, ou que tous les gens qui nous écoutent, euh, sauf quand on fait une pratique répétitive et qu'on applique strictement les choses qu'on nous a enseignées, mais on a l'âme de chercheur, on essaie de comprendre, on observe, on regarde, et il y a plein de phénomènes qui peuvent apparaître que les chercheurs ne voient pas quand ils sont dans leur laboratoire. Hein. Et effectivement, je trouve que, là pour le coup, je vais parler de ton congrès, Célina, que je trouve vraiment très, très... Enfin, je suis très heureux d'y participer, puis je trouve que c'est une très, très belle initiative dans ce milieu-là, parce que j'ai beaucoup aimé cette idée d'associer les données de la recherche, qu'on peut dire un peu sérieuses parfois, hein, ou des sciences dures, comme on dit, et l'expérience. Hein, parce que l'expérience, ça a valeur scientifique. Hein, quand on fait une expérience et qu'on en apprend quelque chose, eh bien, on en retire de la connaissance. Et je trouve que ces deux choses-là doivent rester au cœur de nos pratiques. Et surtout, avec le fascia, ne pas séparer le monde de la recherche du monde de la pratique. Parce qu'il y a des tas de choses qu'on touche, qu'on ressent, qu'on n'explique pas encore. Pour autant, ça a de la valeur. Hein. Et aujourd'hui, le petit problème que l'on a dans la science, c'est qu'on voudrait que les travaux scientifiques soient tous basés sur des recherches avec des observations, des résultats quantitatifs. Or, la recherche, c'est aussi le terrain et c'est aussi apprendre des choses de sa pratique. Donc, oui, la fasciathérapie voilà, prend son envol. Moi, je suis confiant. On soutient. Il y a des belles personnes qui pratiquent, il y a des chercheurs, il y a toute une équipe, il y a le laboratoire et on fait au mieux. Puis on essaie d'apporter à cet univers de tous ces passionnés du fascia notre contribution.
moi, j'aime bien travailler en équipe comme ça. Je trouve que c'est stimulant d'échanger, de partager, de, de, de se laisser inspirer par les gens qui œuvrent dans ce domaine. Hmm. Bah, écoute, merci beaucoup. C'est vrai que c'est une démarche qui est venue spontanément de créer ce congrès. C'est vrai que je suis en lien avec beaucoup de gens. Je suis dans effectivement issu de la danse et du mouvement. Je suis effectivement, comme tu dis, une chercheuse. J'aime le mot aussi somanote. Et le mot somanote veut dire les voyageurs du soma. Les expérimentateurs du soma, et c'est Gil Hedley qui est un maître de dissection, un anatomiste anglais américain qui utilise ce terme et je trouve magnifique, somanote. Et, euh, et c'est vrai que écoute, je suis vraiment extrêmement ravie que tu aies accepté de participer à ce congrès. On est un petit peu à la traîne, nous, les francophones, par rapport à ce que font les Américains, les anglo-saxons, etc. Il était temps aussi qu'on puisse avoir notre congrès en français et en anglais. Donc, on a des anglophones qui se joindront à nous pour rencontrer le travail de Christian, pour rencontrer le travail de Michel Taranto, de Jean-Claude Guimberteau, de Emma Gomez, de Carole Valla, mon travail, etc. Mais on va aussi bénéficier en français, traduit, des travaux de Carol Davis, John Sharkey, Johanna Wiesen. Enfin voilà, j'en passe pas mal. Et puis des travaux très avant-gardistes et précurseurs aussi en thérapie par le toucher, mais également par le mouvement, parce qu'il s'agit d'intégrer aussi ces données scientifiques et de pouvoir, comme tu disais, créer cette danse entre une information scientifique et puis de la pratique. Et donc, on a, voilà, je vous ai mis le site du congrès, c'est Fascia in Motion Congress. Il y a une page en français, il y a une page en anglais. Vous verrez toutes les magnifiques personnes qui viendront partager leurs connaissances, parce qu'il me semble que la connaissance, comme tu dis, vient de l'expérience. Donc, on a des personnes extrêmement expérimentées. On a fait un tarif qui est très bas pour un congrès, je l'avoue, pour avoir 24 participants comme cela et conférenciers internationaux à la pointe du fascia, on va dire, et à la pointe de la biotenségrité. La biotenségrité, c'est aussi comprendre comment fonctionne le fascia. Donc, les deux sont indissociables. On ne peut pas dissocier le fascia de la biotenségrité, c'est juste pas possible. Donc, ce qu'on a fait, eh bien, c'est que on a, si vous voulez nous rejoindre, il y a un code promotionnel avec, voilà, je le partage avec Christian. Vous avez 10% en vous inscrivant avec ce code et pour que vous puissiez effectivement nous rejoindre. Il y a 3 mois de replay. Donc, si vous n'êtes pas sur le week-end du 15, 16, 17 octobre, c'est de midi à 18h pour les présentations, enfin pour les lectures et les pratiques. Et à 18h, on a une table ronde de 18 à 19h15 avec tous les intervenants de la journée où vous allez pouvoir poser vos questions. Et si vous n'étiez pas là ce jour-là, eh bien, vous aurez tout en replay. Voilà. Est-ce que vous avez des questions à poser ? Est-ce que vous avez des questions à poser? C'est toujours très impressionnant de se voir en gros comme ça. Des questions à poser à Christian ou à moi? Et vous pouvez le faire dans le chat sur le côté. On va rester encore peut-être quelques minutes. Et il se fait tard chez toi, Christian, je sais. Il commence, mais ça va, je suis bien avec vous. Hein, je suis un petit peu fatigué à cause du voyage, mais ça va, ça va. Je suis heureux d'être avec vous. Puis je vois des visages connus, donc voilà, je salue tous ceux que je connais, toutes celles que je connais. Oui. Il y a beaucoup de gens dans nos écoles, autour qui sont intéressés par ce congrès. Hein. Je les remercie. C'est vraiment extra. Oui, je trouve que c'est un très beau congrès et j'encourage vivement, hein, pas parce que je participe, mais j'ai vu le panel des intervenants et moi, je partagerai l'après-midi avec Paul, qui a l'air plein d'enthousiasme, plein d'énergie, que j'ai écouté dans son live, voilà, avec ma compréhension de l'anglais qui est pas parfaite, mais il est passionnant.
hein, et voilà, je suis content de partager cet après-midi-là avec lui. Oui, oui, oui. Puis le panel va être, la table ronde va être, on va dire, succulente. Voilà, donc on va effectivement. Il y aura également, j'ai oublié de le nommer, mais il y aura le Vincent Fleury, qui est quand même le directeur du CNRS, le Centre national de recherche scientifique, et qui, lui, eh bien, présentera sur la formation du corps et du visage en spirale. Donc, la formation du visage. Donc, je suis en duo avec lui. La barre est haute, mais je me réjouis. J'aime les challenges. Donc, je viens de recevoir sa présentation et c'est assez exceptionnel. Voilà, je dois regarder toutes les présentations de tout le monde, évidemment. Et je peux vous dire qu'il y a vraiment du lourd et même si cette expression n'est pas forcément très, très poétique, mais voilà, c'est des gens qui ont énormément d'expérience et c'est une grande chance pour nous. On ne l'avait pas encore, ce congrès en français. Oui, oui, c'est une très, très belle initiative. Et puis, je suis sûr que ce sera une réussite. Merci, merci Oui, Christian. Merci à tous d'avoir partagé ce petit moment avec nous. Moi, j'ai appris plein de choses et c'est toujours extrêmement éducatif d'écouter des spécialistes parler de leur matière au quotidien. Et moi, ça me donne envie, en fait, d'aller plonger dans le site de l'école et d'aller regarder les prochaines formations avec toi, Christian. La manière dont tu en parles a tu es vraiment été invité avec positive. plaisir, hein, Écoute. Célina. Et puis, merci pour ce que tu fais pour le fascia, ton enthousiasme, hein, et puis ton énergie. Voilà, je suis sûr que ce sera récompensé à la hauteur de ton investissement. Merci beaucoup. Merci à Je t'en tous. prie, c'était un plaisir. Ouais. Passez une toute belle soirée et puis je mettrai le Merci à replay vous. sur le groupe de Fascia et Biotenségrité, donc vous pourrez le revoir, le partager, dire à des gens de venir écouter parce que là il y avait vraiment des, comment on dit en anglais, des gems, des joyaux qui étaient glissés, tissés, voilà, dans le fascia de cette conversation. Merci beaucoup, Christian. Merci, Bonne merci Célina. soirée. Merci à tous, bonne soirée. Au revoir.